Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Interséance, un podcast où on commente, débat et réfléchit sur un film qui a marqué le mois. Et on démarre l'année en fanfare avec le retour du réalisateur Damien Chazelle qui vient à nouveau poser les bases avec le grandiose Babylone. Je suis Maxime, le présentateur de cette émission et j'ai la joie d'être accompagné par Nina. Bonjour. Axel. Salut. Et Céline. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ? Moi ça va très bien, je suis très heureux de revenir ici. Très content ? Et pareil, très contente de refaire ce podcast. Très content de refaire ce podcast, on a eu de très bons retours par rapport à notre premier épisode sur Avatar. On espère que vous serez là pour la suite et que vous continuerez d'être enthousiastes. C'est un vrai plaisir qu'on fait en tout cas à faire ça. Je passe un petit coucou à Gauvin pendant qu'on est au début aussi, à notre enregistreur professionnel de ce podcast. Voilà, Salut Gauvin. On lui fait un petit coucou qui est à côté, que vous n'entendez pas, mais qui nous suit et nous subit pendant tout l'enregistrement de ce podcast. Et ça mérite de le noter. Avant de laisser Axel et Nina vous faire part de leurs recommandations, j'aimerais revenir sur un événement important du monde du cinéma qui a eu lieu au début du mois, la cérémonie des Golden Globes. Nous pourrons ensuite nous étendre pleinement sur Babylone et terminer sur une problématique auquel le film nous confronte. Qu'est-ce que c'est quoi les Golden Globes ? C'est un événement qui récompense les meilleures œuvres et professionnels du cinéma et de la télévision américaine. Les prix sont décernés par la HFPA, l'association hollywoodienne de la presse étrangère, soit des journalistes spécialisés dans le cinéma américain mais dépendants de publications étrangères aux États-Unis. Son but premier est la promotion des productions hollywoodiennes dans le monde entier. Merci Wikipédia. C'est donc une des cérémonies les plus importantes du monde du cinéma car une des plus visionnées, mais surtout qui arrive quelques mois avant les Oscars, considérés comme les principales récompenses de l'industrie du cinéma mondial. En gros, un film qui fait du bruit aux Golden Globes, c'est un film qui se place en favori pour les Oscars. Bon, après, on va pas se mentir, c'est une cérémonie qui brasse évidemment beaucoup de fric, de tunas et de moula, et donc de corruption. C'est d'ailleurs ce qui lui a souvent été reproché au point d'entraîner un boycott en 2022. Vous avez entendu parler du boycott, vous, des Golden Globes en 2022 ? Pas du tout. Absolument pas. Moi non Tu plus. me l'apprends. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on s'est rendu compte que les films qu'il mettait en avant étaient souvent aussi liés à beaucoup de lobbyisme. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'acteurs, d'actrices, de productions qui organisaient des événements pour les juristes, qui leur achetaient des montres, qui leur donnaient des villas pour que leurs films soient récompensés aux Golden Globes. Oh alors. Et ça a entraîné un boycott du coup en 2022. La chaîne qui diffusait, c'était ABC je crois, qui diffusait les Golden Globes ne l'a pas diffusé en 2022 et beaucoup d'acteurs et d'actrices l'ont boycotté. C'est revenu cette année, du coup ils essaient de se faire un peu pardonner. Ça tente à se faire réhabiliter. Vous, comme ça, à la volée, est-ce que c'est une cérémonie que vous suivez ou que vous attendez, Céline ? Alors habituellement, je suis jamais les Golden Globes et là, bizarrement, je l'ai suivi cette année. Enfin, j'ai regardé qui avait remporté les prix et si j'en connaissais certains. Mais non, sinon, c'est pas une cérémonie que j'attends particulièrement. Moi c'est pas forcément une cérémonie que j'attends, on va dire que je connais bien plus les Oscars comme tout le monde en fait, et j'étais même pas au courant, j'ai vu les résultats sans être au courant que la cérémonie s'était déroulée, et elle a un fonctionnement un peu particulier, enfin c'est un peu différent des Oscars. Il me semble que y a des remises de prix qui sont triées par type de film, c'est-à-dire par exemple tu peux avoir un meilleur acteur dans une comédie ou un truc du genre et dans un drame, ce qui n'est pas le cas dans les Oscars. Et du coup j'ai regardé rapidement les lauréats sans vraiment être très intéressé. Et voilà, je suis juste très déçu que Better Call Saul n'ait pas gagné la meilleure série, mais voilà. On va revenir un peu sur les prix, Nina. Pareil, moi, c'est pas une cérémonie que je suis particulièrement. Je suis plus Cannes, pour le coup. Même les Oscars, c'est pas une cérémonie que je suis forcément. Ça dépend des nominés, généralement. J'avais pas mal suivi quand La La Land avait été sélectionné aux Oscars. Mais sinon, les Golden Globes, j'ai suivi de loin. Mais j'ai été quand même contente aussi pour Babylone, qui a pu recevoir un prix. Et ça sera peut-être pas le cas pour les Oscars. Donc voilà. Mais vous, en général, est-ce que c'est les cérémonies de récompense, je pense que tu as un peu parlé de ça, Nina, les Césars, les Oscars, Cannes, est-ce que vous, c'est des événements en général qui sont importants dans votre cinéphilie ou qui sont des moteurs pour aller découvrir des films ou juste des choses que vous prenez le temps de regarder ?
Céline? Honnêtement, pas vraiment. Je m'y intéresse de plus en plus justement pour essayer de pouvoir connaître de nouveaux films par le biais des récompenses. Mais c'est pas des cérémonies que j'attends. Mais ça me fait plaisir quand par exemple un réalisateur ou un acteur que je suis, et réalisatrice, actrice que je suis gagne des récompenses. Ça me fait plaisir et je trouve ça montre que leur travail est reconnu. Donc quand il y a vraiment un film que j'attends, là je vais m'y intéresser. Mais sinon non, c'est pas quelque chose qui va me passionner plus que ça. Axel, toi? Moi, j'admets que des fois, ça me permet de découvrir certains films, dont par exemple celui dont tu vas peut-être parler par la suite, les Banshees d'Inisherin, Exactement. dont je n'étais pas du tout au courant et que je vais certainement aller voir. Donc ouais, c'est un peu un moteur, ouais, ça me permet d'aller voir certains films. En vrai, je suis pas non plus particulièrement les remises de prix, etc. Mais en revanche, je suis plutôt les festivals style Annecy. Parce que j'ai l'impression que ça fait plus l'unanimité, ça permet de découvrir des films d'animation qui sont pas forcément mis en avant tout au long de l'année. Et des fois, les prix les plus importants sont décernés à des films vraiment très, très discrets. Et je trouve ça hyper intéressant du coup de s'intéresser pour le coup à des festivals peut-être un peu moins mis en avant, alors qu'Annecy ça reste un festival international et que pour le cinéma d'animation c'est hyper important, mais on en parle moins. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de festivals où c'est plus de la récompense de films qui ont marqué l'année, ou plus d'autres festivals qui sont plus dans c'est de faire découvrir justement des films. Moi je pense à Gérard May aussi, que je suis pas mal en général, qui propose souvent des pépites qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi dans cette direction-là. Du coup voilà, il y a vraiment, depuis que j'arrive un petit peu là-dedans moi aussi, c'est vraiment un monde que je découvre. Il y a énormément de festivals, énormément de récompenses. Enfin c'est un monde qui est très très vivant et qui a vraiment toute sa biosphère. Effectivement. Je valide cet effectivement. Mais bon, le 10 janvier dernier s'est tenue la 80e cérémonie des Golden Globes. Il y a quelques éléments et récompenses qui, je pense, valent le coup d'œil. Évidemment, en première position, le meilleur prix, les deux meilleurs prix décernés par la cérémonie, c'est évidemment meilleur réalisateur et meilleur film, qui ont été donnés à notre dieu à tous, qui est Steven Spielberg pour The Fabelman, qui sortira le 22 février. Donc on l'attend tous beaucoup, je pense, ici dans le monde cinéphile. Peut-être le prochain épisode. Peut-être. Certainement même. Certainement le prochain épisode, on en parlera, parce que c'est vraiment du pain béni pour les cinéphiles. Ce film, c'est évidemment Spielberg, un des plus grands, si ce n'est le plus grand réalisateur encore en vie aujourd'hui, qui parle juste de sa vie et pourquoi il a envie de faire des films. Donc je te vois, Nina, qui tremblote d'impatience. Je regarde Céline qui doute sur le Steven Spielberg, l'un des meilleurs réalisateurs encore vivants. Ah ouais? Ah non, je le respecte beaucoup, oui, c'est un des plus grands. C'est pas le mien, mais oui, c'est un des plus grands, je trouve. Disons qu'il a une carrière assez démesurée. Oui, je suis d'accord. Et qui mérite. Et c'est assez incroyable qu'après la carrière qu'il a, il arrive encore à venir aux Golden Globes et à rafler les deux meilleurs prix. Il y a quelque chose qui est assez démesuré là-dedans, dans ce que représente cet homme. Comparé à des artistes, justement, aussi comme Damien Chazelle, qui ont une carrière beaucoup moins grande, ou alors Martin McDonagh. Et d'ailleurs, Martin McDonagh avec les Banshees d'Inisherin, qui a été un peu la grosse surprise de ce festival. C'était le réalisateur de Three Billboards, sorti il y a 3 ans. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, Three Billboards. Tu l'avais aimé? Pas trop. Ah ouais? J'avais été un peu déçue, pareil, un peu comme les Banshees d'Inisherin d'ailleurs. C'était ce genre de film qui était très... oh regardez, c'est la pépite du moment, personne n'en parle, mais ce film est incroyable, donc je suis allée le voir. Bon, finalement, Three Billboards a très vite une popularité grandissante, mais c'était pas trop prévu, j'ai l'impression, à la base. Et pareil pour les Banshees d'Inisherin, que je serais pas allée voir s'il n'y avait pas eu autant de critiques positives. Moi non plus. Et un peu déçue. Voilà. Mais les Banshees d'Inisherin, j'ai bien aimé, mais je m'attendais à quelque chose d'autre, je sais pas. Bah c'est vrai qu'il se ramasse avec le meilleur scénario, meilleure comédie ou comédie musicale, meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. C'est ce que tu disais, Axel, tout à l'heure. Les prix sont décernés en fonction des comédies et des drames dans les Golden Globes. Et également, il y a une partie cinéma et une partie télévision et séries télé. Et c'est contrairement aux Oscars qui ne sont que le cinéma. Mais par exemple, il y a un truc que je comprends pas trop. Donc Austin Butler, le mec qui joue Elvis dans Elvis, ouais. Il a gagné meilleur acteur dans un drame. Meilleur acteur dans un drame. Ah bah, tu vois, j'ai cru que c'était dans une comédie, c'est pour ça que je comprenais pas. En fait. Et non, et c'est justement pour les Banshees d'Inisherin, c'est meilleur acteur dans une comédie et une comédie musicale pour Colin Farrell. D'accord. Ah oui, vraiment, okay, non, c'est juste moi qui ai mal lu alors. Okay. C'est non, mais c'est vraiment le.
D'ailleurs, je crois avoir vu aussi en faisant mes recherches que c'était assez critiqué la façon qu'ils avaient aussi de distinguer une comédie Bah, c'est ça, et ouais. un drame. Ouais, complètement, Ouais. ouais. C'est assez large comme C'est comme trop large. possibilité. Ouais. Parce que justement, les Banshees d'Inisherin, pareil que je suis allé voir à force de compliments, et qui est un film très drôle mais très mélancolique. Mais C'est comment le placer c'est entre ça le drame truc et avec comédie les très bons films, c'est très rarement qu'une comédie. Hein. Voilà, c'est très débattable de mettre les Banshees dans une comédie, quoi. Et puis surtout meilleure comédie ou comédie musicale. Enfin, c'est un film très Ouais, il y a une petite lancinant, ambiguïté, quoi. très. Puis ça très n'a rien à minimaliste. voir, comédie et comédie musicale. Ça n'a rien à En voir. plus. Mais oui, mais c'est ça. peut-être un peu hypocrite de. Ça paraît partir d'une bonne intention de dissocier comédie, drame, etc. Mais en fait, c'est un peu ridicule dans le sens où on a l'impression que c'est plus pour faire du show et décerner le plus de prix possible et avoir le Ouais. plus de stars possible sur le devant de la scène. Et au final, ouais, non, c'est pas justifié. D'ailleurs, ils le font que pour les acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur réalisateur pour comédie ou drame. Si, ou je me trompe peut-être. Non, je crois pas. Non, T'as que et meilleur, ni meilleur film. meilleur réalisateur et meilleur film, hein, Ok, d'accord. comme les Oscars, où c'est voilà, les deux grands prix. Du coup, Nina, l'éternel débat, est-ce mérité? Est-ce que Les Banshees est un film qu'on peut classer comme un film qui représente une année, qui est vraiment l'une des fleurons qui est sorti cette année? C'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas du tout. En fait, j'ai un avis vraiment subjectif sur le film. C'est vraiment cette déception ne me regarde que moi finalement. Mais je pense que c'est un bon film quand même. Je pense que ça reste une bonne comédie. Et puis c'est très très bien mis en scène et c'est très bien filmé. C'est des paysages sublimes. Moi, ça me choquerait pas du tout que ça gagne un prix aux Oscars. Voilà, juste perso, Mais- pas fan. Mais comparé à Babylone qui sort en Ah. même temps, enfin, on va pas commencer on va parler plus tard de Babylone, mais juste en termes de dimension par rapport entre les Banshees et puis Babylone, c'est quand même des films qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce que t'en penses, Céline? Oui, j'ai juste une question Ouais. avant. C'est est-ce que Babylone était nominé pour le Golden Globe du meilleur film? Il a été du coup il a eu 5 nominations. Meilleure musique de film, le seul qu'il a gagné. Meilleur acteur dans un film musical, meilleure actrice dans un film musical, meilleur acteur secondaire et meilleur film musical et comédie musicale. Meilleur acteur dans un film musical, c'était Diego Calva qui était nominé. Meilleure actrice dans un film musical, Margot Robbie était nominée. Et meilleur acteur secondaire, c'est Brad Pitt qui était nominé. Personne n'a gagné du coup. Et c'est assez triste et assez compliqué à comprendre comment ce classement a pu être fait, parce que Babylone est quand même un film qui explose de son ambition à tout point de vue, et il n'a même pas été mis en meilleur réalisateur, même pas en meilleur film, même pas en meilleur scénario, alors que c'est un scénario original. Il est vraiment contenté dans des rôles, dans des prix de technique. Et ce qui avait été un gros reproche qui avait été fait aussi à First Man, du coup je disais en 2018, qui s'était fait rafler absolument tous ses prix par Bohemian Rhapsody. Un film incroyable. Bon, un bon film, non? Il n'est pas d'accord. Pas tellement d'accord non plus. Non. Non, Moi, j'ai c'est- préféré Bohemian Rhapsody à First Man, perso. non. Eh ben, En tant que qualité propre, dans sa qualité propre, tu trouves que Ouais. Bohemian Rhapsody est un meilleur film? Ça dépend des qualités. En termes de technique, peut-être pas. Peut-être que ça se vaut. Vraiment En termes pas. de narration, j'ai préféré Bohemian Rhapsody. D'accord. Comme quoi, moi qui m'attendais, je suis surpris. Vous me surprenez tout le temps. Tu étais parfaitement contente que Bohemian Rhapsody ait gagné l'Oscar du meilleur montage. Alors, non. Peut-être pas non plus. J'ai passé un bon moment devant le film, mais je pense pas que ça mérite non plus peut-être le prix du montage. Surtout que le montage était bien, mais je pense qu'il y avait mieux. Ok, t'es pas du tout d'accord avec non, je trouve que beaucoup de gens le pensent, donc c'est pas non plus très dissident de ma Moi, je part sais de pas, dire je ça, trouve, mais genre même le monteur du film, il dit c'est pas possible, c'est pas normal que j'ai Ok. gagné. Je Mais crois, je sais pas, je je trouve crois, qu'on si je dis dit- pas de conneries, sur c'est vérifiable, c'est vraiment, c'est pas une blague, je crois avoir lu ça, peut-être je dis une connerie, mais il y a plein de gens du métier qui disent c'est n'importe quoi que ce film ait gagné le meilleur montage. Ça n'a c'est pas le aucun sens. montage qui fonctionne pas, c'est aussi le scénario. Ouais, Et ouais, du qui est coup, c'est complètement difficile de recuté. monter un film mal écrit. Mais Et je trouve surtout, qu'on t'as le tire beaucoup réalisateur sur qui ce change film. en On plein tire milieu. beaucoup sur ce film, on dit beaucoup de mal dessus, mais en fait, je sais pas, moi je trouve que c'est pas très mérité. Ah non, mais j'ai Ah, pas, peut-être. devant le film, j'ai passé un putain de moment, j'ai chanté Ah, tout ok. le film, mais objectivement, je trouve que c'était pas non plus Bah, c'est dans le- 5 Oscars quoi. Il en a gagné 5, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah ouais, Ouais. Ah, je savais pas. Il a Ah ouais, meilleur acteur, donc Le meilleur acteur, c'est mérité, je trouve.
Vous avez pas l'image, mais C'était une tête un peu négligente. Mais, je pense que ce qui provoque un peu plus d'énervement dans le monde cinéphile, c'est vraiment le truc de... Ce film a remporté énormément de prix et c'est frustrant de le voir passer devant d'autres films qui, on pourrait se dire, peut-être regroupent beaucoup plus de talent. Pour avoir revu First Man il y a 3 jours, là, c'est quand même un film qui, je trouve, mérite... plus d'attention dans la carrière de Chazelle. C'est un peu son pas de côté qu'il a fait, mais c'est on retrouve tout ce qui fait Chazelle, mais on en reparlera plus tard. Et à part ça, c'était vraiment du bluff parce que j'ai pas vu First Man. Pour les prix notables suivants que j'ai notés, du coup, on a aussi Everything Everywhere All at Once des Daniels, ce qui a remporté 2 prix pour ces 2 acteurs. On a eu Michelle Yeoh qui a gagné le meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale. Et j'ai essayé de prononcer son nom, Ke Huy Quan, dans meilleur acteur dans un second rôle. Donc je sais pas si vous avez vu un petit peu les discours qu'ils ont fait aux Golden Globes. C'était assez bouleversant parce que c'est des acteurs qui ont beaucoup galéré, des acteurs asiatiques du coup dans un cinéma américain qui avaient souvent du mal à trouver des rôles qui pouvaient être à la hauteur de leur talent, qui étaient souvent des rôles secondaires, des rôles tertiaires. Et là, les voir gagner des prix en tant que rôle principaux d'un film, ça c'est une super victoire. Vous en pensez quoi ? Ouais, je suis complètement d'accord. Ça m'a un peu fait penser à Brendan Fraser en ce moment. C'est ce genre d'acteurs qui ont traversé un long chemin de doute et de vide dans leur carrière. Et c'est hyper touchant de les revoir revenir là-dessus et revenir sur le devant de la scène et surtout revenir dans un respect mutuel du public. Et pareil pour Michelle Yeoh, qui a quand même une grosse carrière dans le cinéma hongkongais et dans les films de kung-fu, tout ça. Et ça fait plaisir de la voir vraiment sur le devant de la scène et qu'on lui montre qu'on l'aime finalement. Ouais, moi j'avais connu dans Tigre et Dragon, je me rappelle. Incroyable ce film. Et puis Ke Huy Quan, qui était du coup 2001 dans Indiana Jones 2, et puis qui a joué dans les Goonies, qui avait une carrière très prometteuse dans son enfance, et qui a passé 30 ans dans l'ombre, vraiment, ça n'a rien à voir. Et puis le revoir faire le discours devant Spielberg qui était son premier film dans Indiana Jones, c'était assez bouleversant. Et surtout je suis personnellement très content qu'Everything Everywhere All at Once gagne des prix, et j'espère qu'il marquera un petit peu les Oscars qui arriveront, parce que c'est quand même un film assez je pense assez exceptionnel et unanimement reconnu quand même comme un film assez incroyable. On a aussi une petite note que je trouvais assez marrant, c'est pour Black Panther Wakanda Forever. On a eu Angela Bassett qui joue du coup la mère, la reine du Wakanda, qui a gagné meilleure actrice dans un second rôle. Et voilà, c'est la première actrice à remporter un prix majeur pour un film Marvel. Voilà, pour toute la licence Marvel, c'est la première fois qu'on a une actrice qui remporte un prix assez prestigieux. C'est mérité, Axel? Pourquoi Alors, je m'attendais pas en fait à ce qu'on parle de Black Panther. Moi non plus. Wakanda Forever. Non, oui, non, mais j'ai pas vu en fait les autres propositions des autres actrices qui a été nominées dans meilleure actrice dans un second rôle, c'est ça? J'ai pas vu les autres qui étaient en face, et moi j'ai trouvé que c'était très convaincant dans Wakanda Forever, très touchant, donc j'ai pas plus de choses à dire là-dessus, honnêtement. Et puis c'est bien que, enfin, je suis pas une fan des films Marvel, mais je trouve ça bien qu'ils soient un peu reconnus aussi à ces cérémonies-là. Bah quand c'est légitime, oui, quand c'est mérité, aucun problème. Voilà, sinon meilleur acteur dans un drame, Austin Butler pour Elvis. Meilleure actrice dans un drame, Cate Blanchett pour Tar, qui sort le 25 janvier. C'est une sortie vraiment qui est à surveiller. Meilleur film d'animation, je suis trop content. On a Pinocchio par Guillermo del Toro l'a gagné. Je suis très content, ça mérite vraiment. Et allez le voir, hein, il est toujours aussi bien. Il n'a pas perdu. Et Olivier, voilà, qui n'est pas présent aujourd'hui, m'a fortement déconseillé de le voir. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Désolé. Je vais pas m'exprimer, mais c'était pas fou. Hein. Quoi? Aïe, des illusions pour Maxime. Non, j'abuse, mais c'était très joli. Oh là là, non, ce en fait, compliment de grand-mère. c'était joli, c'était gentil, tout ça. Non, en fait, le problème que j'ai, c'est cette réécriture constante de Pinocchio. Enfin, j'en ai marre, quoi. J'en peux plus. Ah oui, mais là c'est pas l'œuvre en elle-même, là c'est Non, l'histoire mais de Pinocchio. L'histoire de Pinocchio, ça a été adapté mais des dizaines et des dizaines de fois. Je pense qu'il aurait
adapté un autre conte ou écrit une nouvelle histoire, ça aurait été mieux. Bah, c'est un projet de longue date qu'il veut faire depuis Oui. plus de 10 ans. Ouais. Mais t'inquiète Maxime, c'est pas grave. Voilà, respectez quand c'est bien fait. Mais c'est bien fait, mais c'est c'est bien juste fait. bon. Je crois que c'est pas ça la Voilà quoi, question. on connaît. Ça reste un film. Ça mérite le prix quand même. Allez, Voilà. Et puis pour les séries, je vais pas trop m'étendre dessus parce que j'ai pas. Je juste noté que voilà, meilleure série dramatique, c'est House of Dragon qu'il a eu. Meilleur acteur dans une série dramatique, du coup, c'est Kevin Costner qu'il a eu pour Yellowstone. j'ai entendu Céline respirer très fort quand t'as dit House of the Dragon. Je me suis dit, Ah oui Non, je peux rien dire, je l'ai pas vu. si vous voulez mon avis, je trouve que c'est très bien. Mais Better Call Saul, c'est mieux. Et meilleure actrice dans une série dramatique, on a Zendaya pour Euphoria. Ça c'est amplement mérité. Oui, ça, largement, ouais. Je n'ai pas vu Euphoria, mais Amplement ok, mérité. d'accord, super. Regarde Euphoria. D'accord, je Qu'est-ce que regarderai t'attends ça. C'est Regarde incroyable. Pinocchio avant. J'attends que je regarde Non, non, d'autres séries en regarde ce moment. Euphoria, regarde Euphoria. Bon, et bah écoutez, c'est bien, c'est terminé, c'est fini pour la revue d'actu. On peut passer du coup aux recommandations de Axel et Nina. En gros, chaque chroniqueur peut présenter une œuvre individuellement, que ce soit une sortie cinéma ou streaming, que vous ayez adoré ou détesté. Vous avez la parole. Et la parole, je la donne. Axel ? Et bien pour ma recommandation du mois, je suis venu vous parler de la série The Last of Us, une adaptation pour le petit écran de la série du jeu vidéo du même nom, dont je suis un grand fan d'ailleurs. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die, and out in the darkness the whippoorwills cry. The darkness is falling, the sky has turned gray. A hound in the distance is starting to bay. La série est écrite et adaptée par Craig Mazin et surtout Neil Druckmann, le créateur et scénariste principal de la saga du jeu, et qui réalisera apparemment au moins un épisode de ce que je sais, mais à mon avis il en réalisera plein d'autres. Et pour vous décrire rapidement le jeu et la série, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers, notre histoire elle prend place dans une Amérique post-apocalyptique, ravagée par l'apparition d'un virus, dû à la mutation d'un champignon dénommé le Cordyceps. On y suit Joel et Ellie, interprétés dans la série par Pedro Pascal et Bella Ramsey, dans un périple à travers les États-Unis, ou plutôt ce qu'il en reste, on va dire, c'est-à-dire un pays grouillant d'infectés, de villes dévastées, de gangs en tout genre, qui s'est formé au cours de la pandémie. Et bien sûr, tout ce périple, il possède un but bien précis, il y a beaucoup de rebondissements et de rencontres pour Joel et Ellie. Mais surtout, la série, elle se démarque selon moi des autres productions du genre, entre gros guillemets, tant c'est pour moi bien plus une histoire qui touche à la famille, à l'héritage, à l'amour sans limite, mais qui nous pose aussi la question, jusqu'où serions-nous capables d'aller pour assurer notre propre survie et celle de ceux qu'on aime dans un monde où l'ordre et l'entraide semblent avoir totalement disparu. À l'heure où on enregistre ce podcast, seul le premier épisode est sorti, et il serait déjà dommage de vous parler trop en profondeur du scénario ou de certains des intérêts des personnages, mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que le plus important, ça n'est pas leur arrivée, mais bien leur quête. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire de l'adaptation en elle-même ? Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est bien adapté, on peut même peut-être dire trop bien adapté, mais ça, je reviendrai là-dessus plus tard. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens mis en œuvre pour recréer l'ambiance et les environnements du jeu. On y croit à 100%. Je me suis jamais dit « Ah, c'est un peu cheap par là, à certains moments, les décors sont pas ouf, toi. » Non, non, j'y crois à 100%, que ce soit du coup dans le production design, dans les VFX, ou même le choix des acteurs, qui sont pour moi tous très bons. La réalisation rappelle d'ailleurs parfois le médium du jeu vidéo, et ça n'est vraiment pas pour me déplaire. Il y a quelques idées de mise en scène franchement intéressantes, bien que parfois peut-être un peu trop appuyées à mon goût, mais tout le reste reste très bon. Mais alors après tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui reprocher à cette série ? Et bah du coup j'en reviens à ce que je disais avant, sur la question de l'adaptation, un terme qui peut s'avérer peut-être un peu flou avec cette série, tant certaines choses sont reprises à la lettre. J'ai en tête par exemple des répliques complètes, reprises mot pour mot du jeu, tout comme la musique et le thème principal qu'on retrouve dans le générique. Et j'espère en fait qu'ils garderont bien en tête par la suite qu'il faut faire attention à ce que ça tienne toujours de la référence et non pas de la reprise pure et dure qui n'aurait à certains moments pas trop de sens. Et il y a bien sûr de nouvelles choses qui sont ajoutées dans cette série, certains événements sont plus étayés, l'univers est un peu élargi tout en restant cohérent et apporte de nouvelles choses et des choses intéressantes, cohérentes.
Et elles permettent d'ailleurs de raisonner un peu plus avec notre vie, notre monde actuel, grâce notamment à une scène d'introduction dans le premier épisode qui est vraiment plutôt bien sentie. Et en bref, je trouve que cette série coche pour l'instant de nombreuses cases de ce que le genre post-apocalyptique devrait cocher, mais ça n'est pas encore pour moi la masterclass intersidérale, mais bon, je reste confiant, ils ont un matériau de base génial et ils sont sur le bon chemin. Par rapport, pour l'instant, de ton expérience sur la série et par rapport au jeu, quelle différence tu peux noter en général sur cette expérience-là? Moi, j'ai pas joué au jeu, je peux regarder la série, ou l'inverse. Ouais, je pense. Mais alors, pour les différences, en fait, il y en a pas, en fait. Dans le sens où, à part qu'on ne joue pas et qu'on regarde une série, il n'y a pas de différence, que ce soit dans... Enfin, forcément, le casting est différent. Les acteurs de motion capture du jeu ne reviennent pas dans les mêmes rôles dans la série. Il me semble que l'acteur qui joue Joel dans le jeu, qui s'appelle Troy... non, je sais plus, bref, son nom. Il revient dans la série, il va jouer dans la série, mais dans un autre rôle. Pareil pour celle qui joue Ellie dans le jeu, elle va revenir dans la série pour un autre rôle, de ce que j'ai lu. Mais sinon, il y a vraiment pas de différence. Il y a que des ajouts. En fait, il y a que des ajouts, comme je l'ai dit, l'univers qui est un peu élargi. Mais oui, je pense que tu peux parfaitement, si le jeu ne t'intéresse pas, moi, ce que je te conseillerais quand même vraiment de la regarder tant je trouve l'histoire géniale. Donc oui, tu peux complètement passer par la série. Alors justement, j'ai regardé le premier épisode. Ah, J'ai regardé le premier épisode. pourquoi j'ai l'impression que tu me tends un piège là? Moi, jamais. Non, et j'ai eu, je trouvais ça super agréable à voir, et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi le parallèle qu'ils font avec aujourd'hui, et puis comment ils traitent justement cette famille. Là, c'est vrai que Joël, j'ai tout de suite très envie de suivre ce personnage-là, très attachant, très bouleversant comme histoire, et puis c'est Pedro Pascal, c'est ça qui... Absolument, ouais. Je suis tout de suite rentré dedans, hein. Bravo Pedro. Mais, Là, mais en plus, le travail d'adaptation, encore une fois, pour le personnage de Joël, donc, mais j'ai l'impression que c'est le même. alors, Bon, les acteurs ne se ressemblent pas, leur visage ne se ressemble pas, mais l'allure générale, tout ça. moi, il y avait un point sur lequel j'ai eu un peu de mal, et je voulais t'en parler justement, c'était que dès qu'on passe les 20 ans, premier épisode, Ouais. on a une ellipse de 20 ans qui se passe, et on se retrouve à Boston, dans une ville du coup, qui est emmurée, Ouais. à l'intérieur d'un mur pour essayer de Une se protéger. une petite dictature Voilà. militaire. Il y a un Ouais. petit côté SNK, on adore. Mais dès qu'on arrive dans cette ville-là, moi, j'ai eu tout de suite beaucoup de mal à situer les personnages dans l'espace, à situer les différents environnements, les différents endroits où on va. Quelle distance ils ont parcouru là, entre cette scène-là et cette scène-là. Qu'est-ce qui nous mène là. Ça doit typiquement être des passages de gameplay dans le jeu vidéo qu'ils ont peut-être raccourci ici. Dans un premier temps, je pense que là, pour le coup, tu te casses un petit peu la tête pour rien à mon goût, parce que tant qu'on comprend parfaitement qu'ils sont dans cette petite ville emmurée, comme tu dis, tant qu'on comprend ça, on comprend parfaitement qu'il y a une dictature militaire, en gros, c'est complètement... tout est géré par la Fedra, et donc du coup, tu as des agents corrompus, forcément, ça c'est un classique, tu as des gens qui essayent un peu de se rebeller. Moi, j'ai pas particulièrement été perdu. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai joué au jeu? Je ne sais pas. Mais si j'essaye de me concentrer objectivement sur le produit cinématographique pur, j'ai pas l'impression d'être plus perdu que dans un autre film. C'est pas un film de Bong Joon-ho où tu connais toutes les pièces de toutes les maisons parfaitement, tu vois. Faire le schéma Mais, architectural en dessin en sortant du film. Non, moi j'ai pas été. D'accord, moi j'avais un peu encore cette impression justement de pas arriver à Mais tu avoir faisais- tous les éléments par rapport à l'univers, et c'est un peu ça que je ciblais par rapport à l'espace. Ok, C'était mais tu faisais justement- justement un rapport avec le jeu vidéo. Oui, je me suis dit que typiquement ça devait être ça devait être quelque chose qui devait être dans le jeu, ou ça devait être des phases de gameplay où tu es dans le jeu, où tu dois avoir tu dois avoir une cinématique. C'est là le premier épisode, il y a quasiment, oui, j'ai retrouvé pas mal de moments du jeu. Oui. Mais je suppose que dans le jeu, il doit y avoir aussi toute une partie exploration. Je sais pas si c'est un monde ouvert ou si c'est des couloirs. Non, ce n'est pas du tout un monde ouvert, c'est un jeu couloir, ouais. Ouais, comme ça. Ouais, Ouais. ouais. Mais t'as quand même pas mal d'exploration, je pense, dans de la surface. Il y a une En fait, dimension dans tous les décors dans lesquels tu es amené à aller dans le jeu, dans le premier, je dirais pas qu'il y a la dimension d'exploration qu'il y a dans le deuxième. C'est pas parce que le premier date quand même aussi de 2013, il me semble, le premier jeu. Et l'exploration vise plus à, il me semble, si je dis pas de conneries, vise plus à retrouver des ressources pour que toi tu puisses jouer et survivre, plus qu'à trouver des vrais comment dire, informations sur le jeu, sur le lore. c'est ça, sur le lore. Par contre, dans le deuxième, c'est un truc de fou, quoi. Le détail est beaucoup plus poussé. Mais là, après, c'est que le premier épisode, on n'a pas
pas non plus énormément retrouver ça, mais c'est pas non plus. En fait, ce qu'il y a surtout, c'est que c'est bien qu'il y ait de la référence, que ça rappelle le jeu vidéo, mais moi je viens voir une série aussi. C'est ça vraiment important, c'est je viens voir une série, je viens pas voir un jeu vidéo. Tu vois, c'est pour ça aussi, quand je parlais d'adaptation tout à l'heure, forcément, tu peux pas reprocher de voir 2 fois la même chose. Effectivement, tu vois une adaptation, c'est l'histoire principale. D'ailleurs, je ne sais même pas si la saison 1 sera vraiment que le premier jeu. Je pense que c'est que le premier, qu'il n'y aura pas le deuxième jeu. Mais je sais pas si ça va être parfaitement la même histoire ou autre. Mais moi, limite, comment dire, moi, je serais presque prêt à avoir une histoire un petit peu différente si elle est tout autant intéressante, tu vois. Moi, je viens voir une série et je viens pas revoir le même jeu. Enfin, je viens voir la même histoire, forcément. Faut pas que ça soit drastiquement opposé. Mais je pense qu'il y a vraiment cette différence à faire. C'est pas parce que c'est parfaitement bien calqué que c'est bien. En fait, pour moi, c'est un avis. C'est le cas avec les films de comics. Typiquement, il y en a beaucoup qui sont inspirés. Moi, j'en ai rien à foutre de revoir la même histoire case par case. Tu vois, si ça tient de la référence et qu'il y a des cadres qui sont trouvés, une photo qui est trouvée, qui est inspirée de certains passages, il n'y a pas de problème. Mais si je viens revoir la même histoire, ça m'intéresse pas. Pourtant, pour l'instant, ça se colle beaucoup à l'histoire. Ouais. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas 100% ça. Donc c'est pour ça que j'ai un bon espoir. Curieux. Et puis que, bien sûr, comme j'ai dit, l'histoire peut pas changer drastiquement. Mais de ce que j'ai vu, il s'y cantonne pas forcément tout l'épisode. Donc là-dessus, je suis content. Donc à suivre. À suivre, absolument. Les épisodes sortent le dimanche ou le lundi, je ne sais plus. Mais ouais, à suivre, c'est sûr. Ouais. Nina, je crois que toi aussi tu avais une série, c'est ça, à nous recommander, C'est ça. d'un auteur extrêmement ténébreux dont je te laisse faire la présentation. Ouais, alors c'est intéressant parce que c'est aussi une adaptation. Ouais. Et là, pour le coup, c'est peut-être tout ce que tu détestes, que c'est vraiment une adaptation littérale, case par case, ce qui peut être à la fois problématique et bien, peut-être plus problématique que bien. Alors, je vais parler de la série Maniac par Junji Ito, Anthologie macabre. Donc Junji Ito, c'est un mangaka d'horreur, c'est un mangaka qui est reconnu comme le maître de l'horreur à l'international de manière incontestable. Et il y a une question qu'on se pose depuis plusieurs années maintenant, c'est est-ce que Junji Ito est vraiment adaptable sous un format audiovisuel ? Alors, il y a eu beaucoup d'adaptations live-action qui sont généralement assez mauvaises, avec des idées parfois artistiques intéressantes, mais c'est jamais très concluant. Il y a eu des OAV et il y a eu des séries. Alors avant celle-là, il y a eu une série qui s'appelait Junji Ito Collection, qui est sortie en 2018 et qui était assez catastrophique. Et il y en a une qui était censée sortir en 2021 mais qui est reportée à 2023, qui est très très attendue, qui s'appelle Spiral, et qui est donc une adaptation du manga Spiral, qui est un des mangas les plus connus de Junji Ito avec Tomie. Et donc Maniac par Junji Ito, Anthologie macabre se situe entre ces deux séries. Donc une série qui a été assez critiquée par les fans et une série qui est très très attendue par les fans. Et c'est assez marrant qu'elle se trouve entre les deux parce que c'est vraiment un mix de Junji Ito Collection, parce que c'est la même équipe qui a réalisé, avec ses problématiques et ses ratés. Et ça se situe avant Spiral, qui risque d'être potentiellement un banger finalement. Alors Maniac par Junji Ito, c'est un opening incroyable qui adapte super bien, je trouve, l'univers de Junji Ito dans une esthétique psychédélique. Un peu, si vous avez été des emo kids, ça peut vous plaire. L'enfer. Et d'une manière, je trouve, très très réussie, avec une musique hyper sympa et un ending aussi très bon qui est très différent mais qui rappelle beaucoup le médium
le médium audiovisuel avec une espèce d'esthétique un peu VHS, tout ça qui est très sympa. Et il y a des petites séquences finales à la fin des épisodes qui sont super intéressantes, un peu énigmatiques, un peu lynchiennes finalement, où on est dans la tête directement de Junji Ito, devant sa feuille, avec son esprit malade d'écrivain d'horreur, qui se pose des questions sur ce qu'il va faire. Et bon, malheureusement, entre tout ça, il y a des épisodes pas toujours de très bonne qualité. Par exemple, le premier épisode ne donne pas forcément envie de voir la suite, mais il y a quelques épisodes que je trouve très très réussis et très très intéressants, notamment Ice Cream Bus et les ballons au pendu, qui sont réalisés de manière très très fidèle au manga et aux histoires courtes de Junji Ito, mais avec des esthétiques un petit peu créatives. Par exemple, dans les ballons au pendu, il y a une utilisation de la 3D que je trouve hyper maligne, qui rend le truc super effrayant, presque. Et qui donne un côté très malaisant. Donc voilà, mais du coup, il y a des choses très très bonnes dans cet animé et des choses beaucoup moins. Mais ça permet de se trouver un petit peu face à un espoir de potentiellement adapter Junji Ito correctement un jour. Voilà. Tu veux dire l'espoir d'adapter correctement en animation ou adapter correctement Alors, en live c'est vrai que c'est je pense un peu aux deux parce qu'en animation ça peut être très intéressant, surtout quand on voit les teasers de Spiral qui j'espère sortira cette année, qui est très très prometteur. Et en live action je ne sais pas. Qui sert pour le coup justement, Junji Ito c'est aussi un trait de dessin très particulier. Alors moi j'en ai lu aucun parce que j'ai juste vu des images de Spiral et ça m'a suffi. Tu étais un Emo Kids aussi? J'étais un apprenti Emo Kids et je suis parti avant d'avoir mon badge. D'accord. j'étais dans la vibe. Non, je suis parti direction Berserk moi. Ok, mais voilà. C'est très proche au niveau du style seinen, tout ça. Et puis surtout justement sur cette question de trait et dans ce dessin qui vraiment caractérise et qui est vraiment quelque chose qui est fixe. C'est-à-dire que bon, je parle de ce que je connais, mais les planches de Berserk sont des planches c'est parce qu'elles sont fixes qu'elles ont une dimension de puissance. Exactement. Extrêmement puissante. Et c'est justement dans Junji Ito, c'est pas forcément une horreur dans ce que j'ai vu. C'est pas forcément une horreur à profusion, c'est plus cette espèce d'étrangeté. Exactement, c'est ça. C'est cette spirale, enfin, le scénario de Spiral, c'est quand même assez étrange. C'est vraiment juste. C'est une ville japonaise et il commence à y avoir des spirales qui se créent dans tous les sens. C'est ça. C'est aussi con que ça. C'est ça. C'est des histoires parfois très absurdes et très tordues. Surtout pour, par exemple, l'histoire des ballons au pendu, qui est quand même une histoire, pour résumer, qui est quand même folle, où c'est des têtes géantes de ballons. Enfin, c'est des têtes humaines sous forme de ballons qui sont accrochées à une corde pour se pendre finalement, c'est hyper gay, et qui chassent les humains desquels les têtes sont les représentations pour les pendre. Donc c'est horrible. C'est horrible et c'est pour ça que je le trouve plutôt réussi dans l'anime. Mais en fait, une question que je m'étais posée par rapport à l'adaptation, c'était que Junji Ito a la particularité de nous procurer cette peur de tourner la page. Parce que à force de lire du Junji Ito et de lire des histoires courtes, tu finis par capter les moments où tu sais que tu vas tourner la page et que tu vas avoir un dessin horrible avec un mec qui a des trous partout dans la gueule ou un cadavre ou peu importe. Et je me suis demandé comment ils allaient retranscrire ça dans l'animé et c'est pas très bien retranscrit pour le coup. Et je me demande comment on peut retranscrire ça dans un animé ou dans un film d'ailleurs, et c'est assez difficile. Toute la question de l'adaptation encore une fois, et c'est vrai que finalement on se rend compte que juste adapter le manga en animé ne suffit pas à rendre toute l'expérience horrifique que tu as avec un dessin de manga où justement tu as un geste à faire. Exactement. Qui est de tourner la page. C'est ça. Et que tu peux flipper ta race sur une putain de bout de papier. Tout à fait.